On cite donc au patient qui ne peut se rappeler l'année, le mois, le jour où s'est produit un certain incident, les années, les noms des 12 mois, les 31 chiffres du mois, en lui certifiant que lorsqu'il entendra le chiffre ou le nom exact, ses yeux s'ouvriront d'eux-mêmes, ou qu'il sentira quel chiffre est le bon. Dans la plupart des cas, les malades se décident vraiment pour une date déterminée et assez souvent, comme dans le cas de Madame Cécilie M, les notes prises à l'époque prouvent que la date indiquée est exacte. D'autres fois, et chez d'autres malades, l'enchaînement des faits revenus à la mémoire montre que les renseignements obtenus sont incontestables. La malade, par exemple, fait observer, après qu'on lui a présenté la date retrouvée par énumération, qu'il s'agit du jour de l'anniversaire de son père et ajoute « Mais naturellement, c'est parce que c'était l'anniversaire de mon père que je m'attendais à voir se produire l'incident dont nous avons parlé. » Je ne puis qu'effleurer ici ce sujet. La conclusion que je tirai de toutes ces expériences fut la suivante. Les incidents ayant une importance pathogène, ainsi que toutes les circonstances qui les accompagnèrent, sont fidèlement conservées dans la mémoire, même quand ils paraissent avoir été oubliés et que le malade n'arrive pas à se les rappeler. Comme exemple de la technique de recherche dans les états non hypnotiques que nous venons d'exposer, je citerai un cas que je viens justement d'analyser. Je soigne une femme de 38 ans souffrant d'une névrose d'angoisse. Agoraphobie, crise de peur de la mort, qui, comme beaucoup de ces malades, avoue non sans répugnance que ces troubles sont apparus au cours de sa vie conjugale et en situent même d'origine à une date plus reculée de sa première jeunesse. Elle m'apprend ainsi qu'âgée de 17 ans, elle a eu dans une rue de la bourgade son premier accès de vertige accompagné d'angoisse et d'une sensation de défaillance. Cet accès s'était de temps en temps renouvelé, pour être remplacé depuis quelques années par les troubles actuels. Je soupçonne alors que ces premiers accès de vertige, où l'angoisse joue un rôle de moins en moins important, durent être hystériques et je décide de les analyser. Au début, elle prétend tout ignorer sauf que ce premier accès était survenu hors de chez elle, devant les boutiques de la grande rue où elle venait faire ses achats. Que désiriez-vous acheter? Plusieurs choses, je crois, pour un bal auquel j'étais invité. Quand ce bal devait-il avoir lieu? 2 jours plus tard, il me semble. Il devait s'être produit auparavant quelque chose qui vous avait ému, impressionné. Je n'en sais rien, il y a 21 ans de cela. Cela ne fait rien, vous vous en souviendrez. Je vais poser les mains sur votre tête, et quand je les enlèverai, vous penserez à quelque chose, vous verrez quelque chose, et vous le direz. J'agis de cette façon, mais elle garde le silence. Alors rien ne vous est venu à l'esprit? Si, j'ai pensé à quelque chose, mais ça ne peut avoir aucun rapport. Dites-le. J'ai pensé à une amie, une jeune fille qui est morte, mais elle n'est morte qu'un an plus tard. J'avais alors 18 ans. Nous allons voir, ne quittons pas ce sujet et parlons de cette amie. Sa mort m'a beaucoup secoué, parce que je la voyais souvent. Quelques semaines auparavant, une autre jeune fille était morte aussi. Ça avait fait sensation dans la ville. C'est vrai, ça devait s'être produit l'année de mes 17 ans. Vous voyez, je vous l'avais dit, il faut se fier à ce dont on se souvient sous la pression de la main. Maintenant, à quoi pensiez-vous au moment de votre accès de vertige dans la rue? À rien. Il n'y avait que le vertige. C'est impossible, il ne se produit pas d'accès semblable sans idée concomitante. Je vais de nouveau appuyer sur votre front et le souvenir de cette période ressurgira. Alors, à quoi avez-vous pensé? J'ai pensé, ça va être mon tour. Expliquez-vous. J'ai dû me dire pendant mon accès de vertige que j'allais mourir comme les 2 autres jeunes filles. Voilà donc l'idée que vous avez eue pendant l'accès. Vous avez pensé à votre amie. Sa mort avait dû vous faire grande impression. Oui, certainement. Je me rappelle maintenant que lorsque j'ai appris cette nouvelle, l'idée d'aller au bal alors qu'elle était morte m'a paru épouvantable. Mais j'étais si contente d'aller à la soirée et cette invitation me donnait beaucoup à faire. Je ne voulais pas du tout penser à ce triste événement. On remarquera ici le refoulement intentionnel hors du conscient qui a donné au souvenir de l'ami son caractère pathogène. L'accès s'explique ainsi dans une certaine mesure, mais j'ai besoin de connaître quel facteur occasionnel a, juste à ce moment-là, provoqué la réminiscence. J'émets alors à ce propos une hypothèse qui s'avère exacte. Vous souvenez-vous de la rue où vous vous trouviez alors? Bien sûr, c'était la grande rue avec ses vieilles maisons. Je la revois encore. Bon, et où a-t-il habité votre ami? Dans cette rue. Je venais de passer devant sa demeure, et c'est 2 maisons plus loin que j'ai eu mon accès. Donc c'est la maison qui vous a rappelé votre ami au moment où vous passiez devant, et le contraste que vous vouliez écarter s'est à nouveau imposé à vous. Je ne me tiens pas encore pour satisfait
Peut-être découvrirai-je encore un autre facteur ayant éveillé ou renforcé la prédisposition hystérique chez cette jeune fille jusqu'alors normale. Je pense à l'indisposition périodique qui pourrait bien constituer un facteur approprié et le lui demande. Savez-vous à quel moment vos règles sont venues ce mois-là? Elles se rebiffent, il faut encore que je sache ça. Je sais seulement qu'à cette époque, elles étaient rares et très irrégulières. À 17 ans, je ne les ai eues qu'une seule fois. Alors nous allons calculer le moment où elles eurent lieu cette fois-là. En réfléchissant, elle indique avec certitude un certain mois et hésite entre 2 jours précédant immédiatement la date d'une fête fixe. Était-ce au moment du bal? Elle répond en baissant le ton. Le bal avait lieu le jour de cette fête. Et je me rappelle aussi maintenant que les seules règles que j'ai eues cette année-là devaient se produire juste avant le bal, le premier auquel j'étais invité. Il est facile dès lors de reconstituer la chaîne des circonstances et de saisir le mécanisme de cet excès d'hystérie. Ce n'est pas sans beaucoup de peine que ce résultat put être obtenu, et il exigea de ma part une confiance totale dans cette technique. Et chez mon incrédule patiente restée pourtant éveillée, il dépendit du rappel de certaines pensées conductrices propres à ramener à la mémoire, au bout de 21 ans, de pareils détails d'un incident oublié, mais dès lors tout alors concorda. Après cette longue mais indispensable digression, j'en reviens à l'histoire de Miss Lucy R. Mes essais d'hypnose ne provoquèrent pas chez elle de somnambulisme, mais elle restait tranquillement allongée, soumise à une légère influence, les yeux continuellement fermés, l'expression quelque peu figée, sans remuer un membre. Je lui demandai si elle se souvenait des circonstances qui avaient entouré l'apparition de la sensation olfactive d'entremets brûlés. Oh oui, dit-elle, je le sais très bien, c'est il y a 2 mois environ, 2 jours avant mon anniversaire. Je me trouvais dans la salle d'études avec les enfants et jouais avec elles, 2 fillettes, à faire la cuisine. On me remet une lettre que le facteur vient d'apporter. D'après le timbre et l'écriture, je reconnais que c'est une lettre de ma mère qui habite Glasgow. Je veux l'ouvrir et la lire, mais les enfants se jettent sur moi, m'arrachent la lettre des mains en criant « Non, tu ne la liras pas maintenant, c'est sûrement une lettre pour ton anniversaire, nous allons la mettre de côté. » Tandis que les enfants s'amusent ainsi autour de moi, voilà qu'une intense odeur de brûlé se répand tout à coup. Les enfants avaient planté là l'entremets qu'elles faisaient cuire et y brûler. Cette odeur me poursuit. Je la sens tout le temps et elle devient plus forte quand je m'énerve. Vous voyez distinctement cette scène tout à fait comme je l'ai vécue. Qu'est-ce qui a pu vous frapper à ce point dans cet incident? J'ai été touché de voir combien les enfants se montraient affectueuses à mon égard. Ne l'étaient-elles pas toujours? Oui. Mais c'est justement au moment où je venais de recevoir la lettre de ma mère. Je ne comprends pas comment les témoignages d'affection des enfants et la lettre de votre mère ont pu susciter le contraste auquel vous semblez faire allusion. J'avais justement l'intention de partir chez maman, et il me parut bien pénible de quitter ces chers enfants. Parlez-moi de votre mère. Se sent-elle isolée? Veut-elle vous faire revenir? Ou bien est-elle malade en ce moment et attendez-vous de ses nouvelles? Non, elle est maladive, mais non vraiment malade, et elle a auprès d'elle une dame de compagnie. Pourquoi alors avez-vous quitté les enfants? La maison est devenue intenable, l'intendante, la cuisinière et la française semblent penser que je ne me crois trop. Elles ont intrigué ensemble contre moi et ont raconté au grand-papa, des enfants, toutes sortes de choses sur mon compte. Je n'ai pas trouvé auprès des 2 messieurs l'appui sur lequel je comptais quand je me suis plainte. Là-dessus, j'ai offert ma démission au directeur, le père des fillettes. Il m'a dit très amicalement de réfléchir encore 2 semaines avant de lui faire part de ma décision définitive. C'est dans cette période de flottement que je me trouvais. Je pensais quitter la maison, mais j'y suis resté. En dehors de l'affection des enfants, y a-t-il quelque chose d'autre qui vous attache à cette maison? Oui, à son lit de mort, j'avais promis à ma mère, à la mère des enfants, qui est une parente éloignée de ma mère, de me consacrer aux petites de toute mon âme, de ne pas les abandonner et de leur tenir lieu de maman. En donnant ma démission, je trahissais ma promesse. Ceci étant dit, l'analyse de la sensation olfactive subjective semblait y parachever. Cette sensation avait été d'abord vraiment objective et étroitement liée à un incident, une petite scène au cours de laquelle des affects contradictoires s'étaient heurtés, le regret de quitter les enfants et les désagréments qui l'avaient contrainte à prendre cette détermination. La lettre, on le comprend, lui avait rappelé les motifs de cette décision, puisqu'elle songeait à retourner chez sa mère. Le conflit des affects avait donné à cet incident son caractère traumatisant, et la sensation olfactive qui était attachée était demeurée en tant que symbole du traumatisme. Il reste à savoir pourquoi. Parmi toutes les perceptions sensorielles qu'elle avait pu avoir pendant cette scène, c'était justement une odeur qu'elle avait prise pour symbole.
Toutefois, je m'attendais bien déjà à me l'expliquer par son affection nasale chronique et lui poser à ce sujet une question directe. Elle me répondit qu'à ce moment-là, elle était enrhumée et qu'elle avait presque perdu l'odorat. Dans l'état émotif où elle se trouvait, elle perçut l'odeur de l'entremets brûlé qui réduisit l'anosmie d'origine organique. Je ne me contentais pas de l'explication ainsi obtenue. Tout semblait fort plausible, mais quelque chose manquait, un motif admissible capable de faire comprendre pour quelle raison cette série d'émotions et ces affects contradictoires avaient justement abouti à une hystérie. Pourquoi tout cela n'était-il pas demeuré dans le domaine de la normalité? Autrement dit, qu'est-ce qui justifiait la conversion en question? Pourquoi la malade ne pensait-elle pas continuellement à la scène elle-même au lieu de penser à la sensation concomitante qu'elle avait choisie comme symbole du souvenir? Ces sortes de questions paraîtraient oiseuses et superflues s'il s'agissait d'une vieille hystérique, coutumière de ces mécanismes de conversion, mais cette jeune fille était devenue hystérique seulement à la suite de ce traumatisme, ou du moins de cette petite histoire douloureuse. Or, l'analyse de cas analogues m'avait appris que l'on découvre immanquablement dans tous les cas d'hystérie nouvellement acquise une cause psychique et qu'il faut qu'une certaine représentation ait été intentionnellement chassée du conscient et exclue de l'élaboration associative. C'est dans ce refoulement voulu que gît, à mon avis, le motif de la conversion totale ou partielle de la somme d'excitation. Cette somme qui n'est pas destinée à entrer dans une association psychique trouve d'autant plus facilement un mauvais débouché vers l'innervation corporelle. Ce refoulement ne peut être dû qu'à un sentiment de déplaisir, celui de l'incompatibilité de l'idée à refouler avec l'ensemble des représentations occupant le moi. L'idée refoulée se venge alors en devenant pathogène. Mais du fait que Miss Lucière avait succombé à ce facteur de conversion hystérique, la conclusion suivante s'imposait. Parmi les faits ayant provoqué le traumatisme, devait s'en trouver un que la jeune fille désirait laisser dans l'ombre et qu'elle s'efforçait d'oublier. En rapprochant l'amour des enfants et le ressentiment envers les autres personnes de la maison, je trouvai une seule explication. J'eus le courage d'en faire part à la patiente en lui disant « Je ne crois pas que cela explique entièrement vos sentiments à l'égard des enfants. Je soupçonne plutôt que vous êtes amoureuse de votre patron, le directeur, peut-être sans vous en rendre compte vous-même. Vous devez nourrir l'espoir de prendre vraiment la place de la mère. À cela s'ajoute le fait que vous êtes devenu très susceptible à l'égard des domestiques avec qui vous vous entreteniez depuis des années de bonnes relations. Vous craignez qu'elle ne s'aperçoive de vos espoirs et qu'elle ne se moque de vous à cause de cela. » Elle me répondit avec sa brièveté habituelle. « Oui, je crois bien que c'est ça. Mais puisque vous savez que vous aimez le directeur, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Je l'ignorais, ou plutôt je ne voulais pas le savoir, je voulais le chasser de mon esprit, ne plus jamais y penser, et je crois y avoir réussi ces temps derniers. » Je n'ai jamais disposé d'une autre et meilleure description de cet état singulier où le sujet sait tout sans le savoir. Il est évident que ce fait ne devient compréhensible que si l'on s'est trouvé soi-même dans un pareil état. Je dispose d'un très bizarre souvenir de ce genre qui me revient très nettement à l'esprit. Quand je m'efforce de me rappeler ce qui se passe, alors en moi, je n'en retire qu'un très mince bénéfice. Je vis alors quelque chose qui allait à l'encontre de ce que j'attendais, mais cela ne fit nullement renoncer à certains projets bien déterminés que cette perception aurait dû me faire abandonner. Je ne me rendis nul compte de cette contradiction non plus que de l'affect de répulsion, certainement responsable de l'inutilisation psychique de cette vision. Je fus atteint de cet aveuglement des non-aveugles que l'on s'étonne de constater chez les mères quand il s'agit de leurs filles, chez les maris quand il est question de leurs femmes, chez les souverains à l'égard de leurs favoris. Pourquoi donc ne vouliez-vous pas vous avouer cette inclination? Étiez-vous honteuse d'aimer un homme? Oh non, je ne suis pas aussi stupidement prude. D'ailleurs, on n'est pas responsable de ces sentiments. Ce qui m'était pénible, c'est qu'il s'agissait de mon patron, que je suis à son service, que je vis dans sa maison et que devant lui, je ne puis me sentir aussi indépendante que devant les autres. Et puis je suis une pauvre fille et lui est un homme riche appartenant à une famille considérée. On se moquerait de moi si l'on soupçonnait cela. J'arrivais sans peine à connaître l'évolution de ce sentiment. Elle avait d'abord, racontait-elle, passé dans cette maison des années tranquilles, remplissant ses devoirs sans forger des souhaits irréalisables, mais un jour, cet homme sérieux, accablé de travail, et qui s'était toujours montré très réservé à son égard, eut avec elle un long entretien sur l'éducation des enfants. Il se montra plus cordial et plus aimable que d'habitude, lui dit combien il comptait sur elle pour les soins à donner à ses enfants privés de mère, et la regarda en même temps d'une certaine façon.
C'est à partir de ce moment-là qu'elle se mit à l'aimer et se plut à me nourrir, mais en elle l'espoir joyeux que cet entretien avait fait naître. Mais après avoir constaté qu'il n'en était rien résulté et que contre son attente et son désir, aucun autre échange confiant d'idées n'avait eu lieu, elle décida de ne plus y penser. Elle me concéda qu'en la regardant, comme elle me l'avait dit, au cours de leur conversation, il pensait peut-être à sa défunte femme. Elle se rend aussi parfaitement compte qu'il s'agit là d'une inclination sans espoir. Je m'attendais après cet entretien à constater une amélioration profonde de son état, mais elle ne se produisait pas alors. Miss Lucie continua à être maussade et déprimée. Le traitement hydrothérapique auquel je la soumis en même temps la réconforta un peu le matin. L'odeur d'entremets brûlés n'avait pas tout à fait disparu, mais était devenue plus rare et moins intense, et disait-elle, cette odeur ne la tourmentait plus que dans ces moments de grand énervement. La persistance de ce symbole de souvenir me porta à croire qu'il avait dû se charger, en dehors de la scène principale, d'une quantité de petits traumatismes secondaires. C'est pourquoi nous recherchâmes tout ce qui pouvait avoir quelque rapport avec la scène de l'entremets brûlé. Nous parlâmes des discussions dans la maison, du comportement du grand-père. Ce faisant, la sensation olfactive de roussi s'atténua toujours davantage. Le traitement se trouva alors interrompu quelque temps à cause d'une nouvelle affection nasale qui aboutit à la découverte d'une carie de l'ethmoïde.